Millionnaire fait semblant d'être en état végétatif, juste pour entendre les aveux du médecin qui a opéré sa mère. Bernard de Montfort restait immobile dans son lit d'hôpital depuis 3 semaines, relié à des appareils qui surveillaient chaque battement de son cœur. Sa fille, Élodie, croyait que son père de 65 ans avait subi un effondrement nerveux après avoir découvert quelques irrégularités dans les documents médicaux de sa grand-mère. Ce qu'elle ignorait, c'est que Bernard était parfaitement conscient, feignant un état végétatif pour découvrir la vérité sur ce qui était réellement arrivé à sa mère lors de cette opération 5 ans plus tôt. Le docteur Philippe Beaumont entrait dans la chambre 302 tous les jours à 9 heures du matin, toujours accompagné de l'infirmière Brigitte. C'était le même médecin qui avait opéré Madame Hélène, la mère de Bernard, lors d'une intervention qui aurait dû être simple, mais qui avait entraîné des complications, la rendant dépendante de soins constants. Bernard avait trouvé des divergences dans le dossier médical et quelques notes étranges qui n'avaient aucun sens. Le seul moyen de découvrir la vérité était de faire en sorte que le docteur Philippe se sente en sécurité pour parler librement. « Comment va-t-il aujourd'hui, docteur ?» demandait Élodie, tenant la main de son père. « Aucun changement significatif. Les signes vitaux sont stables, mais il n'y a toujours pas de réponse aux stimuli. » répondait le docteur Philippe, ajustant son stéthoscope. Bernard entendait chaque mot, contrôlant soigneusement sa respiration pour ne pas donner de signes de conscience. Il s'était entraîné pendant des semaines avant d'exécuter son plan. Il connaissait chaque son de l'hôpital, chaque routine du personnel, chaque heure de visite. Sa détermination était alimentée par l'image de sa mère à la maison, dans un fauteuil roulant, regardant par la fenêtre sans reconnaître personne. L'infirmière Brigitte avait plus de 30 ans d'expérience à la clinique Sainte-Anne. Elle observait Bernard avec une attention particulière. Quelque chose dans son comportement l'intriguait. Lors de ses rondes de nuit, quand l'hôpital devenait plus silencieux, elle s'approchait du lit et murmurait doucement « Je sais que vous m'entendez, monsieur Bernard. J'ai déjà vu des cas comme ça avant. » Bernard gardait les yeux fermés, mais son cœur s'accélérait légèrement. Brigitte continuait « Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais faites attention. La vérité n'apporte pas toujours le soulagement que nous espérons. » Dans les semaines qui suivirent, Bernard commença à percevoir des schémas étranges dans le comportement du docteur Philippe. Le médecin venait en dehors des horaires, restait parfois plus longtemps que nécessaire dans la chambre, et Bernard pouvait sentir le nervosité dans sa voix lorsqu'il parlait à Élodie. Il y avait quelque chose que le médecin voulait dire, mais n'y parvenait pas. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. Lors d'une de ses visites nocturnes, le docteur Philippe s'approcha du lit de Bernard et commença à parler comme si le patient pouvait l'entendre. « Bernard, je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais j'ai besoin de sortir ça de ma poitrine. À propos de votre mère, son opération. » Bernard contrôla chaque muscle de son corps pour ne pas réagir. Ses mains restèrent détendues. Sa respiration garda le même rythme, mais intérieurement son cœur s'emballa. Nous étions sous une énorme pression à cette époque. L'hôpital traversait des difficultés financières et il y avait une pression énorme pour augmenter les recettes. Certains actes ont été optimisés pour générer plus de retours. Le médecin fit une pause, regardant les moniteurs qui affichaient les signes vitaux de Bernard. Un instant, il sembla remarquer une légère variation du rythme cardiaque, mais il continua. « Votre mère n'avait pas besoin de cette intervention supplémentaire que j'ai réalisée. Une procédure plus simple aurait réglé son problème, mais l'hôpital m'a poussé à faire quelque chose de plus complexe, de plus coûteux. » Bernard ressentit une colère grandissante, mais garda son self-control. Enfin, il entendait l'aveu qu'il soupçonnait depuis des années. « Sa complication a été de ma faute. J'ai choisi la mauvaise procédure sous pression financière, pas médicale. Et maintenant, en vous voyant ici dans cet état, je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. » Le docteur Philippe sortit de la chambre, laissant Bernard seul avec la vérité dévastatrice. Sa mère avait été victime de la cupidité et non d'une complication médicale inévitable, comme on le lui avait dit à l'époque. Les jours suivants, Élodie commença à remarquer que les signes vitaux de son père présentaient de légères variations chaque fois qu'elle mentionnait sa grand-mère Hélène. Elle décida de mener sa propre enquête et se rendit chez son père
pour chercher des documents liés à l'affaire de sa mère. Dans le bureau de Bernard, Élodie trouva un dossier intitulé « Enquête clinique Sainte-Anne ». Il contenait des copies de dossiers médicaux, des notes sur d'autres patients ayant subi des opérations inutiles, ainsi que les coordonnées d'une détective privée. Elle comprit que son père préparait quelque chose depuis longtemps. « Que fais-tu, papa » murmura Élodie en feuilletant les documents. Parmi les papiers, elle trouva des lettres d'autres familles rapportant des expériences similaires à la clinique. Des patients entrés pour des interventions simples et ressortis avec de graves complications. Tous avaient des assurances santé premium. Tous étaient passés par le docteur Philippe ou son équipe. Élodie décida de confronter la direction de la clinique le lendemain. Elle alla voir le directeur médical, le docteur Gérard Gauthier, un homme de 60 ans qui dirigeait l'établissement depuis plus d'une décennie. « Docteur Gérard, j'ai besoin de parler du cas de ma grand-mère, Madame Hélène de Montfort. Elle a été opérée ici il y a 5 ans par le docteur Philippe. » « Bien sûr, Élodie. Je me souviens de ce cas. Une opération complexe, mais nous avons fait tout notre possible, » répondit le docteur Gérard. Mais Bernard, qui connaissait bien le langage corporel grâce à ses années en tant qu'homme d'affaires, perçut un malaise dans sa voix. « J'ai trouvé des documents qui suggèrent que son opération a été inutilement compliquée. J'aimerais une explication. » Le docteur Gérard parut visiblement gêné. « Élodie, votre père traverse une période difficile. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour remuer le passé. Nous devons nous concentrer sur son rétablissement. » La réponse évasive du docteur Gérard ne fit que confirmer les soupçons que Bernard nourrissait depuis longtemps. Il y avait bien une conspiration à la clinique pour réaliser des procédures inutiles, et sa mère en avait été l'une des victimes. L'après-midi même, une femme d'environ 50 ans chercha Élodie à la clinique. C'était Catherine Lefebvre, une ancienne employée du service de chirurgie de la clinique Sainte-Anne. « J'ai appris que vous enquêtez sur le cas de votre grand-mère. J'ai travaillé ici pendant 15 ans avant d'être licenciée pour avoir remis en question certaines procédures. » Catherine raconta qu'elle avait documenté plusieurs cas de patients ayant reçu des traitements plus coûteux et plus complexes que nécessaire, surtout ceux qui avaient une assurance santé premium ou qui payaient en privé. Votre grand-mère a été opérée à une époque où la clinique avait de graves problèmes financiers. Il y avait une énorme pression de la direction pour augmenter les revenus. Le docteur Philippe était l'un des médecins les plus sous pression parce qu'il avait beaucoup de patients fortunés. « Vous avez des preuves ?» demanda Élodie. « Quelques-unes, mais rien qui, à elle seule, ne suffise à prouver quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai été licencié. Ils ont dit que je créais des problèmes inutiles. » Bernard écoutait la conversation depuis la porte de la chambre où Catherine avait amené Élodie pour parler loin des regards indiscrets. Chaque mot confirmait ses pires soupçons sur ce qui était arrivé à sa mère. Les jours suivants, le docteur Philippe commença à rendre visite à Bernard en dehors des heures officielles, de plus en plus souvent. Les confessions se firent plus détaillées et plus troublantes. « Bernard, je rends visite à votre mère chaque semaine. Je vais chez elle et je m'occupe de ses exercices de kinésithérapie sans rien facturer. Je sais que cela n'efface pas ce que j'ai fait, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé de gérer la culpabilité. » Le médecin a révélé qu'il y avait d'autres patients dans une situation similaire et qu'il payait de sa poche des traitements et des thérapies pour tenter d'atténuer les dégâts qu'il avait causés. Votre famille ne l'a jamais su, mais je finance le programme de kinésithérapie spéciale de Madame Hélène. C'est le moins que je puisse faire après ce qui s'est passé. Bernard se sentait partagé entre la colère pour ce que le médecin avait fait et une étrange compassion en percevant le remords sincère que Philippe portait. La femme du docteur Philippe, Monique Beaumont, apparut à l'hôpital un après-midi pluvieux de jeudi. Elle était visiblement angoissée et chercha son mari dans la chambre de Bernard. « Philippe, tu dois arrêter ça. Tu dois prendre du recul sur ce dossier. »« Je ne peux pas, Monique. Je ne peux pas abandonner cet homme comme j'ai abandonné sa mère. Tu te détruis avec cette culpabilité. Tu fais des cauchemars toutes les nuits, tu n'arrives plus à opérer sereinement. Ça va ruiner ta carrière et notre mariage. » Bernard écoutait la discussion et commençait à comprendre l'ampleur de la souffrance que l'erreur avait causée non seulement à sa famille, mais aussi au médecin lui-même. « Je dois trouver un moyen de réparer ce que j'ai fait, Monique. Je ne peux pas simplement faire comme si rien ne s'était passé. Alors fais-le officiellement. Poursuis l'hôpital en justice.
dénonce le système qui t'a mis sous pression. Mais arrête de te torturer en rendant visite à ses patients. La conversation révéla à Bernard que le docteur Philippe n'était pas seulement un médecin cupide, mais aussi une victime du système corrompu de l'hôpital. Cela compliquait sa soif de vengeance. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. Un samedi soir, alors que l'hôpital était plus vide, Brigitte s'approcha à nouveau du lit de Bernard. « Je sais que vous êtes réveillé, monsieur Bernard, et je sais que vous souffrez en entendant tout cela. » Bernard ne répondit pas, mais Brigitte continua. « Je travaille depuis 30 ans dans cet hôpital. J'ai vu beaucoup d'injustices, beaucoup d'erreurs, beaucoup de douleurs. Mais j'ai aussi vu des médecins comme le docteur Philippe se détruire en essayant de réparer leurs erreurs. » L'infirmière s'approcha davantage. « Parfois, le pardon est plus puissant que la justice. Je ne dis pas que ce qu'il a fait était juste, mais détruire sa vie ne rendra pas la santé à votre mère. » Bernard réfléchit aux paroles de Brigitte toute la nuit. Sa quête de justice se transformait en un voyage plus complexe sur la culpabilité, la rédemption et le pardon. Le lundi suivant, le docteur Philippe amena à l'hôpital 2 spécialistes de Paris pour examiner le cas de Bernard. Pendant la consultation, Bernard entendit « Docteur Philippe, ce patient a fait un effondrement nerveux très spécifique. Les examens neurologiques ne montrent pas de lésions structurelles significatives. Il est possible qu'avec un traitement adapté, il récupère complètement. »« L'argent n'est pas un problème, » dit le docteur Philippe. « Je paierai tout traitement nécessaire. » Bernard fut surpris. Le médecin était prêt à utiliser ses propres ressources pour garantir sa guérison, même sans savoir si Bernard l'apprendrait un jour. Lors d'une visite d'Élodie, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle racontait une visite chez sa grand-mère quand elle mentionna « Mamie Hélène a eu une étrange amélioration hier, papa. Elle m'a reconnu pour la première fois depuis des mois et elle a demandé de tes nouvelles. » Bernard ne parvint pas à contrôler complètement sa réaction. Ses yeux bougèrent légèrement et Élodie le remarqua. « Papa, tu m'entends ?» Bernard garda les yeux fermés. Mais Élodie avait vu le mouvement. Elle commença à soupçonner que son père n'était pas aussi inconscient qu'il n'y paraissait. « Papa, si tu m'entends, bouge le petit doigt de la main droite. » Bernard hésita. Maintenir la mascarade devenait de plus en plus difficile, surtout en sachant que sa mère s'était améliorée. « Je sais que tu fais semblant, papa. J'ai trouvé tes documents d'enquête sur l'hôpital. » Enfin, Bernard ouvrit les yeux et regarda sa fille. Élodie se mit à pleurer, mêlant soulagement et colère. « Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu laissé souffrir en pensant que j'allais aussi te perdre? J'avais besoin de savoir la vérité sur ce qui est arrivé à ta grand-mère, » dit Bernard d'une voix rauque après des semaines de silence. « Et tu l'as découverte? » « J'ai découvert plus que je n'imaginais. » Bernard raconta à Élodie tout ce qu'il avait entendu pendant les semaines où il faisait semblant d'être inconscient. La confession du docteur Philippe Beaumont, la pression de l'hôpital, le remords sincère du médecin et les soins secrets qu'il prodiguait à madame Hélène. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Élodie. « Je ne sais pas. Je voulais me venger, mais maintenant, c'est plus compliqué. » Cet après-midi-là, le docteur Philippe Beaumont entra dans la chambre pour sa visite de routine et trouva Bernard assis sur le lit, complètement conscient. « Bernard, vous êtes réveillé ? » ?»« Je le suis, et j'ai tout entendu de ce que vous m'avez dit ces dernières semaines. » Le docteur Beaumont pâlit et s'appuya contre le mur. « Je peux vous expliquer ?» ?»« Inutile d'expliquer. Vous avez déjà expliqué, plusieurs fois. » Le médecin se mit à pleurer. « Bernard, je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait à votre mère. Je sais que j'ai ruiné sa vie et celle de votre famille. Mais je jure que depuis, j'ai complètement changé ma façon de travailler. Je sais que vous avez changé. Je vous ai vu sauver la vie de cet enfant hier sans vous soucier de savoir si les parents pouvaient payer. » Le docteur Beaumont regarda, surpris. « Vous avez vu? J'ai vu beaucoup de choses, notamment vos visites à ma mère, les spécialistes que vous avez fait venir pour m'examiner en payant de votre poche, et le désespoir de votre femme en vous voyant vous détruire avec la culpabilité. » Les 2 hommes restèrent silencieux quelques minutes. « Que voulez-vous de moi, Bernard ? »
Je veux que vous m'aidiez à créer quelque chose de bon de cette tragédie. » Bernard expliqua son idée. Au lieu de détruire la carrière de Philippe, ils travailleraient ensemble pour créer des protocoles de sécurité qui empêcheraient d'autres patients de vivre la même situation. Vous avez les connaissances médicales, moi j'ai les ressources financières. Nous pouvons créer un institut qui surveille les procédures médicales et garantisse que les patients ne reçoivent que les traitements nécessaires. Le docteur Beaumont était incrédule. « Vous me pardonnez après tout ce que j'ai fait ? Ce n'est pas encore le pardon. C'est une chance pour nous deux de faire quelque chose d'utile avec cette douleur. » Dans les mois qui suivirent, Bernard et le docteur Beaumont travaillèrent ensemble au développement de l'Institut d'éthique médicale Madame Hélène, baptisé en l'honneur de la mère de Bernard. L'Institut proposait un deuxième avis médical gratuit pour les procédures complexes et tenait une base de données de bonnes pratiques médicales. L'initiative commença à attirer l'attention des médias médicaux et d'autres hôpitaux commencèrent à mettre en œuvre des protocoles similaires. Le docteur Beaumont devint un défenseur vocal de la transparence médicale, utilisant sa propre expérience comme exemple des dangers de la pression financière en médecine. Pendant cette période, Élodie et Monique, l'épouse du docteur Beaumont, lancèrent un groupe de soutien pour les familles touchées par des erreurs médicales. L'accent n'était pas seulement sur les indemnités, mais sur la prévention et la réconciliation. « C'est incroyable comme les gens peuvent s'unir à travers la douleur », commenta Monique lors d'une des réunions. « Mon père a toujours dit que des plus grandes tragédies peuvent naître des plus grandes transformations, » répondit Élodie. Le traitement expérimental que le docteur Beaumont avait découvert pour Madame Hélène continua de montrer des résultats prometteurs. Après 8 mois, elle retrouva une grande partie de sa mobilité et recommença à reconnaître sa famille de manière constante. « Bernard, mon fils, tu es différent, » dit Madame Hélène lors d'une de ses visites hebdomadaires. « Je suis plus vieux, mère. »« Ce n'est pas ça, tu es en paix. » Bernard sourit. Sa mère avait toujours une intuition impressionnante, même dans les moments les plus difficiles de sa condition. Dr Philippe a développé une nouvelle technique chirurgicale basée sur son expérience des erreurs du passé. La technique a été présentée lors de congrès médicaux internationaux et a commencé à être adoptée par des hôpitaux dans tout le pays. Parfois, nos plus grands échecs nous mènent à nos plus grandes réussites, dit-il à Bernard lors d'une des réunions de l'Institut. Ma mère me disait toujours ça quand j'étais enfant. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup, nous qui débutons. Pour continuer, la clinique Sainte-Anne a été complètement restructurée. Le docteur Gérard Gauthier a été remplacé à la direction et de nouveaux protocoles ont été mis en place pour garantir que la pression financière n'influence plus jamais les décisions médicales. Bernard a utilisé son influence en tant qu'homme d'affaires prospère pour promouvoir des changements dans la législation médicale régionale. La loi Hélène de Montfort a établi des normes strictes pour l'approbation des procédures médicales et a créé un système d'audit indépendant pour les hôpitaux privés. Votre père a transformé une tragédie personnelle en une révolution médicale dans la région, a commenté Catherine Lefebvre, qui avait été réintégrée à l'hôpital en tant que superviseur d'éthique médicale. Lors de la cérémonie d'inauguration de l'Institut d'éthique médicale Madame Hélène, Bernard a prononcé un discours émouvant. « Ma mère m'a toujours appris que la vie nous offre des choix. Nous pouvons choisir l'amertume ou la transformation. Nous avons choisi de transformer notre douleur en espoir pour d'autres familles. » Le docteur Philippe a également pris la parole lors de l'événement. « J'ai commis une grave erreur qui a changé la vie d'une famille pour toujours. Mais j'ai appris que la rédemption ne vient pas de la fuite de nos erreurs, mais de leur transformation en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Dans le public, Brigitte, l'infirmière qui avait toujours su que Bernard faisait semblant, souriait fièrement. Elle avait vu beaucoup d'histoires tristes à l'hôpital, mais peu s'étaient terminées par une transformation aussi positive. 2 ans après le début de la supercherie de Bernard, l'Institut avait aidé plus de 1000 familles à obtenir un deuxième avis médical, évitant ainsi des centaines de procédures inutiles. Le modèle a été reproduit dans d'autres régions, créant un réseau national de protection des patients. Bernard et le docteur Philippe ont développé une amitié improbable, fondée sur un respect mutuel et un objectif commun. Ils déjeunaient ensemble tous les vendredis, discutant des cas de l'Institut et partageant des histoires sur leur famille.
Vous savez, Bernard, parfois je me demande si ce n'est pas le destin qui nous a réunis d'une manière aussi étrange, dit Philippe lors d'un de ses déjeuners. Je ne crois pas au destin, Philippe. Je crois au choix. Et nous avons tous les deux fait de bons choix après une situation terrible. Madame Hélène est devenue une sorte de symbole de l'Institut. À 88 ans, elle participait activement aux réunions du groupe de soutien, offrant sa sagesse et son expérience à d'autres familles. « Vous savez, dit-elle lors d'une des réunions, j'ai perdu beaucoup de choses avec cette opération, mais j'ai gagné quelque chose d'inattendu. J'ai vu mon fils devenir un homme encore meilleur que ce que je pensais déjà qu'il était. Élodie a suivi les traces de son père et de sa grand-mère, étudiant le droit médical pour se spécialiser dans la défense des patients. Elle et Monique ont élargi le groupe de soutien, créant une organisation nationale offrant un soutien juridique et émotionnel aux familles touchées par des erreurs médicales. La clinique Sainte-Anne est devenue un modèle de transparence médicale, mettant en place des caméras dans les salles d'opération, avec l'accord des patients, des protocoles stricts de deuxième avis et un système de retour d'informations continu pour les patients et leurs familles. Lors d'une visite de routine à l'Institut, Bernard a rencontré une famille dans une situation similaire à celle que sa famille avait vécue 5 ans plus tôt. Les parents d'une jeune femme de 25 ans étaient désespérés après qu'elle ait développé des complications suite à une opération apparemment simple. « Docteur Bernard, nous ne savons plus quoi faire. Les médecins disent avoir tout fait correctement, mais notre fille est plus malade qu'avant l'opération. » Bernard s'assit avec eux et raconta sa propre histoire. La famille fut impressionnée d'apprendre que le respecté directeur de l'Institut avait vécu une expérience similaire. « Vous avez vraiment simulé un coma pour découvrir la vérité ? J'ai fait des choses bien pires dans ma vie d'homme d'affaires, sourit Bernard. Mais c'est la première fois que ma malhonnêteté a servi une cause plus grande. L'Institut obtint un second avis pour la jeune fille, et on découvrit qu'elle avait subi une intervention inutile. Avec un traitement approprié, elle se rétablit complètement en 6 mois. « Vous avez sauvé notre fille, » dit le père en pleurant. « Nous ne l'avons pas sauvée. Nous avons seulement empêché que vous passiez des années sans connaître la vérité, comme moi. » Le docteur Philippe développa un programme de mentorat pour les jeunes médecins, axé sur l'éthique médicale et la résistance aux pressions institutionnelles. Le programme devint obligatoire dans toutes les facultés de médecine de la région. « La médecine, c'est soigner les gens, pas enrichir les hôpitaux », répétait-il à chaque nouvelle promotion d'étudiants. Un étudiant leva la main. « Professeur Philippe, est-il vrai que vous avez commis une grave erreur dans le passé ?»« C'est vrai. Et c'est pour ça que je suis ici, pour que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs que moi. » Il racontait toute son histoire, y compris la mascarade de Bernard et comment elle avait transformé leurs 2 vies. Lors du 3e anniversaire de l'Institut, Bernard organisa une cérémonie spéciale dans la même chambre 302 de la clinique Sainte-Anne où il avait simulé le coma. La chambre servait désormais de salle de réunion pour les discussions d'éthique médicale. « C'est symbolique d'être ici, » dit Bernard aux personnes présentes. « Dans cette chambre, j'ai appris qu'il faut parfois faire le mort pour découvrir comment vivre vraiment. » Le docteur Philippe prit aussi la parole lors de la cérémonie. « Cette chambre m'a appris que les aveux peuvent libérer, mais seulement quand ils débouchent sur des actions concrètes pour réparer les erreurs du passé. » Brigitte, désormais superviseur des soins infirmiers, fut honorée pour son intuition à percevoir la supercherie de Bernard et pour avoir su trouver les mots justes au bon moment. « J'ai toujours su que cet homme manigançait quelque chose, » dit-elle en riant. « Mais je n'aurais jamais imaginé que sa combine changerait la vie de tant de gens. » L'Institut créa également un programme de soutien pour les professionnels de santé qui commettent des erreurs médicales, axé sur la réhabilitation émotionnelle et professionnelle plutôt que sur la seule punition. « Les médecins sont aussi des humains, » expliquait Monique lors des séances de thérapie de groupe, « et les humains commettent des erreurs. L'important, c'est notre réaction face à ces erreurs. » Le programme a aidé des dizaines de médecins à gérer leur culpabilité et à trouver des moyens constructifs de faire face à leurs erreurs, évitant qu'elles ne deviennent des tragédies personnelles, comme cela avait failli arriver au docteur Philippe. Bernard créa un fonds de dotation qui garantit la viabilité financière de l'Institut pour au moins 50 ans. Il voulait s'assurer que le travail continuerait même après son départ. « Ma plus grande réussite n'est pas les millions que j'ai gagnés en affaires, » dit-il lors d'une interview pour une revue médicale. « C'est d'avoir découvert que l'on peut transformer notre pire expérience
en la meilleure chose que l'on fasse pour les autres. L'histoire de Bernard devint un cas étudié dans les écoles de médecine et d'administration hospitalière du monde entier. Sa stratégie peu orthodoxe de simuler l'inconscience pour découvrir la vérité a suscité d'intéressants débats éthiques sur la transparence médicale et les droits des patients. Lors d'une conférence internationale d'éthique médicale à Lyon, Bernard de Montfort a été invité comme conférencier principal. « Je ne recommande pas à d'autres patients de faire ce que j'ai fait », a-t-il dit au public de médecins et de directeurs d'hôpitaux. « Mais je recommande que nous créions tous des systèmes où les patients n'aient pas besoin de recourir à des méthodes aussi extrêmes pour découvrir la vérité sur leurs soins médicaux. » Le docteur Philippe Beaumont a également participé à la conférence, présentant les protocoles qu'ils avaient développés ensemble. Le cas de M. Bernard m'a appris que la transparence n'est pas seulement éthique, c'est aussi une bonne médecine. Quand nous sommes honnêtes avec les patients, tout le monde y gagne. Le modèle français a commencé à être reproduit dans d'autres pays. Une délégation de médecins japonais a visité l'Institut pour étudier les protocoles, suivi par des délégations d'Argentine, du Chili et de Colombie. Vous avez créé quelque chose de vraiment révolutionnaire, a déclaré le chef de la délégation japonaise. La combinaison d'un deuxième avis systématique, d'un soutien émotionnel et d'un accent sur la prévention est unique au monde. Lors d'une visite de routine à Madame Hélène, maintenant âgée de 90 ans et participant toujours activement aux activités de l'Institut, Bernard réfléchit au parcours extraordinaire qui avait commencé avec sa mascarade désespérée. « Maman, parfois je me demande si tu ne serais pas fière ou horrifiée si tu savais que j'ai simulé un coma pour enquêter sur ton médecin. » Madame Hélène, avec sa lucidité retrouvée, sourit. « Mon fils, j'ai toujours su que tu ferais n'importe quoi pour la famille, mais je n'aurais jamais imaginé que tu ferais quelque chose d'aussi fou qui finirait par aider tant d'autres familles. » « Comment ça, toujours su ? » ?»« Bernard, je suis ta mère depuis 65 ans. Tu crois que je ne connais pas tes yeux quand tu prépares quelque chose ?» Bernard rit, réalisant que sa mascarade n'avait peut-être pas été aussi convaincante qu'il le pensait pour ceux qui le connaissaient vraiment. Le docteur Philippe Beaumont continua de rendre visite à Madame Hélène chaque semaine, non plus par culpabilité, mais par une affection sincère. Ils développèrent une amitié spéciale, basée sur des conversations sur la médecine, la famille et la vie. « Mon petit docteur, comme Madame Hélène l'appelait affectueusement, tu sais que je t'ai pardonné depuis longtemps, n'est-ce pas ? » ?»« Je sais, Madame Hélène, mais j'apprends encore à me pardonner. C'est une chose de jeune de penser que le pardon de soi est plus difficile que le pardon des autres. Avec l'âge, tu apprends que c'est la même chose. » L'Institut a également développé un programme éducatif pour les patients et leurs familles, leur enseignant leurs droits, comment poser des questions appropriées aux médecins et quand demander un deuxième avis. Élodie de Montfort dirigeait ce programme, combinant ses connaissances juridiques avec l'expérience émotionnelle d'avoir vécu la situation de la famille. « Vous avez le droit de comprendre complètement ce qui vous arrive, à vous ou à votre proche, » disait-elle à chaque nouveau groupe de participants. « Demandez tout, remettez tout en question, cherchez des éclaircissements jusqu'à ce que vous soyez satisfait. » Le programme comprenait également des simulations où des acteurs jouaient le rôle de médecins et de patients, permettant aux familles de s'entraîner à poser des questions importantes et à identifier les signes d'alarme dans les procédures médicales. L'une des participantes au programme était Madame Colette, âgée de 78 ans, dont la famille avait évité une chirurgie inutile grâce au deuxième avis obtenu par l'intermédiaire de l'Institut. Avant, j'avais peur de questionner les médecins. Je pensais que c'était manquer de respect. Maintenant, je sais que questionner, c'est prendre soin de ma propre santé. Catherine Lefebvre, l'ancienne employée qui avait été licenciée pour avoir remis en question des procédures, est devenue l'une des principales chercheuses de l'Institut. Elle développait des études sur les schémas de procédures inutiles et créait des alertes pour identifier d'éventuels cas problématiques. « C'est ironique », commenta-t-elle lors d'une réunion d'équipe. « J'ai été licenciée pour avoir fait exactement ce que je fais maintenant comme travail principal et je suis respectée pour cela. » Bernard établit une tradition annuelle. Chaque 15 mars, anniversaire de l'opération de sa mère, il passait 24 heures dans la chambre 302 de la clinique Sainte-Anne
ne faisant pas semblant d'être inconscient, mais réfléchissant au parcours et planifiant de nouveaux projets pour l'Institut. « C'est mon jour de reconnexion », expliquait-il. « Me rappeler d'où tout a commencé et penser à où nous pouvons arriver. » Le docteur. Philippe l'accompagnait toujours lors de ses veilles annuelles. Il parlait des cas les plus difficiles de l'année, des familles qu'ils avaient pu aider et des défis futurs. Lors de la 5e veille annuelle, Bernard fit une proposition inattendue. « Philippe, je pense qu'il est temps de nous développer à l'international. » « Comment ça ? Nous avons reçu des invitations de 12 pays pour mettre en œuvre notre modèle. Et si nous créions une fondation internationale ?» La Fondation internationale, Hélène de Montfort, fut établie l'année suivante, avec son siège à Paris, mais avec des bureaux à Buenos Aires, Bogota, Mexico et Miami. Le modèle français d'éthique médicale préventive commença à être mis en œuvre dans des hôpitaux à travers l'Amérique latine. Bernard, maintenant âgé de 70 ans, réduisit ses activités professionnelles pour se consacrer entièrement à la fondation. Le docteur Philippe, à 55 ans, devint directeur médical international de l'organisation. « Je n'aurais jamais imaginé que mon plus grand héritage serait construit sur ma plus grande erreur », dit Philippe lors de la cérémonie de lancement de la Fondation internationale. « Et je n'aurais jamais imaginé que ma plus grande réussite viendrait de mon mensonge le plus désespéré », répondit Bernard. La cérémonie eut lieu dans le même auditorium de la clinique Sainte-Anne où Bernard avait simulé la crise de nerfs 5 ans auparavant. Le symbolisme n'échappa pas aux personnes présentes. Brigitte, maintenant directrice des soins infirmiers de la clinique, fut maîtresse de cérémonie. En tant qu'infirmière, j'ai vu beaucoup d'histoires dans cette clinique, mais je n'ai jamais vu une histoire qui commence par un mensonge aussi élaboré et se termine par autant de vérité et de transformation. Pendant son discours, Madame Hélène, maintenant âgée de 92 ans mais toujours lucide et active, reçut une ovation debout. « Mes chers, quand je me suis réveillé de cette opération il y a 7 ans et que j'ai vu que quelque chose avait mal tourné, je n'aurais jamais imaginé que ma souffrance servirait à éviter la souffrance de milliers d'autres familles. Parfois, Dieu écrit droit avec des lignes courbes, comme dit le proverbe. La salle était visiblement émue. Beaucoup des personnes présentes étaient des familles qui avaient été aidées par l'Institut au fil des ans. Un jeune médecin interne leva la main pendant la période de questions. « Monsieur Bernard, ne pensez-vous pas que votre façon de découvrir la vérité était contraire à l'éthique ?» Bernard réfléchit soigneusement avant de répondre. « Oui, et c'était aussi désespéré, risqué et potentiellement dangereux. Mais parfois, des systèmes corrompus forcent des personnes honnêtes à utiliser des méthodes malhonnêtes. Mon rôle maintenant est de garantir que d'autres patients n'aient pas à recourir à ces extrémités pour protéger leur famille. » Le docteur Philippe ajouta « Ce que Bernard a fait était éthiquement répréhensible, mais humainement nécessaire. Notre travail est de créer des systèmes où la transparence est naturelle, non obtenue par des subterfuges. L'Institut créa également un programme d'échange international pour les médecins, permettant à des professionnels de différents pays d'apprendre sur l'éthique médicale et la prévention des erreurs. Le programme incluait des stages à la clinique Sainte-Anne, qui était devenue un centre d'excellence mondial en matière de transparence médicale. Le docteur Yamamoto, un chirurgien japonais qui participa au programme, commenta « Au Japon, nous avons une culture où l'on ne remet pas en question les autorités médicales. Mais j'ai appris ici que questionner avec respect est une forme de soin, pas d'irrespect. » Le programme incluait également des visites chez Madame Hélène, où les médecins participants pouvaient discuter directement avec une patiente qui avait été affectée par une erreur médicale et voir comment elle et sa famille avaient transformé cette expérience. En discutant avec Madame Hélène, j'ai compris que nos patients ne sont pas seulement des cas cliniques, a déclaré Dr. Maria Carmen, une chirurgienne colombienne. Ce sont des personnes avec des familles qui souffrent avec elles. Cela a complètement changé mon approche en tant que médecin. Bernard développait de plus en plus d'intérêt pour la philosophie et l'éthique médicale. À 72 ans, il décida de retourner à l'université pour faire un master en bioéthique, étudiant spécifiquement la transparence médicale et les droits des patients. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre », dit-il à Élodie, qui le soutenait dans sa décision. « Et j'ai besoin de comprendre théoriquement ce que je fais pratiquement. » Sa thèse de master portait sur
Méthode non conventionnelle de découverte de la vérité médicale, une étude de cas personnel. Ce travail a suscité un intérêt académique international et a été publié dans plusieurs revues spécialisées. Le docteur Philippe Beaumont a également décidé de poursuivre une spécialisation académique, faisant un doctorat en éthique médicale axé sur la réhabilitation des professionnels qui commettent des erreurs. Sa thèse portait sur « Transformer la culpabilité en compétence », modèle de réintégration pour les médecins après des erreurs graves. Nous devenons des universitaires à notre âge avancé, plaisanta Bernard lors d'une des séances de tutorat académique qu'ils faisaient ensemble. Mieux vaut tard que jamais, et notre expérience pratique donne du poids à nos études théoriques. La Fondation internationale Hélène de Montfort a établi un partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé pour développer des directives globales sur la transparence médicale et la prévention des erreurs. Bernard et le docteur Philippe Beaumont ont été nommés consultants spéciaux de l'OMS pour le projet. Qui aurait dit qu'une mascarade dans une chambre d'hôpital français aboutirait dans les couloirs de l'OMS à Genève, commenta Bernard lors de sa première réunion au siège de l'organisation. Le projet de l'OMS a abouti à la création de protocoles internationaux qui ont été adoptés par plus de 60 pays. Le protocole Hélène, comme il est devenu connu, a établi des normes minimales pour le consentement éclairé, le second avis dans les cas complexes et le soutien aux familles touchées par des erreurs médicales. Lors de la cérémonie de lancement du protocole à Genève, le directeur général de l'OMS a commenté « Nous voyons rarement une transformation globale de la pratique médicale naître d'une expérience personnelle aussi spécifique. Le cas français nous a appris que la médecine vraiment éthique commence par une honnêteté absolue entre médecins et patients. Bernard a été invité à donner des conférences dans des universités du monde entier sur l'éthique des affaires, la transparence organisationnelle et la transformation personnelle. Son histoire est devenue une étude de cas dans les cours de gestion et de médecine. À la Harvard Business School, un étudiant a demandé « Monsieur de Montfort, utiliseriez-vous la même méthode à nouveau si vous en aviez besoin ? J'espère ne jamais en avoir besoin. Mais si je devais... Probablement oui. La vérité vaut presque tous les sacrifices, surtout quand il s'agit de la santé de ceux que nous aimons. » Le docteur Philippe Beaumont est également devenu conférencier international, se concentrant sur la rédemption professionnelle et l'éthique médicale. Son honnêteté brutale sur ses propres erreurs impressionnait les publics du monde entier. Le courage du docteur Philippe Beaumont d'admettre publiquement ses erreurs et de travailler à les corriger est un exemple pour nous tous, a commenté un doyen de médecine lors d'une conférence à Toronto. L'histoire de Bernard et Philippe a été adaptée en un documentaire qui a remporté plusieurs prix internationaux. Le film La vérité feinte a suivi leur vie pendant 2 ans, montrant le quotidien de l'Institut et l'impact de leur travail sur des familles du monde entier. Le documentaire comprenait des interviews émouvantes avec Madame Hélène, qui à 94 ans participait encore activement aux activités de la Fondation. « Mes enfants, quand vous aurez mon âge, vous comprendrez que la vie a une drôle de façon de transformer nos plus grandes douleurs en nos plus grandes missions. » Lors de la première du documentaire à Paris, Bernard fit un discours qui émut la salle. Ce film raconte notre histoire, mais en réalité il raconte l'histoire de tous ceux qui ont refusé d'accepter les injustices comme inévitables. Il montre qu'une personne ordinaire, en désespoir de cause, peut lancer des mouvements qui transforment des systèmes entiers. La recette du documentaire fut intégralement reversée à l'expansion de la Fondation internationale Hélène de Montfort vers des pays africains et asiatiques. Le premier bureau en Afrique ouvrit au Cap, suivi de Nairobi et Lagos. Le docteur Sarah Mbeki, directrice médicale du bureau du Cap, commenta lors de l'inauguration. Le modèle brésilien nous enseigne que la transparence médicale n'est pas un luxe réservé aux pays riches, mais un droit humain fondamental qui doit être garanti à tous les patients, où qu'ils vivent. Bernard et le docteur Philippe tinrent à être présents à toutes les inaugurations des nouveaux bureaux, malgré leur âge avancé. Pour eux, voir l'impact mondial de leur parcours personnel était la plus grande récompense possible. Au bureau de Manille, aux Philippines, ils rencontrèrent la famille Morel, qui avait évité une chirurgie inutile grâce au protocole mis en place à l'hôpital local. « Vous n'avez pas seulement sauvé ma femme, mais toute notre famille, dit M. Morel en pleurant.
Comment remercier des gens que l'on ne connaît même pas personnellement, mais qui ont changé notre vie? Vous remercier en continuant à remettre en question, à chercher un second avis, à exiger de la transparence, répondit Bernard, et en apprenant aux autres à faire de même. La Fondation développa également une application mobile qui permettait aux patients du monde entier de chercher un second avis médical, d'accéder à des informations sur leurs droits et de se connecter à des groupes de soutien locaux. L'application fut téléchargée plus de 10 millions de fois la première année. La technologie nous permet de démocratiser l'accès à la transparence médicale, expliqua Elodie, devenue directrice de la technologie de la Fondation. Désormais, toute personne avec un téléphone peut accéder aux ressources qui auparavant n'étaient disponibles que pour certains. L'application incluait aussi une fonction d'alerte qui notifiait les utilisateurs des signes possibles de procédures inutiles, basée sur les schémas identifiés par les recherches de Catherine Lefebvre au fil des ans. Lors d'une conférence sur la technologie médicale à San Francisco, l'application reçut le prix de l'innovation de l'année en santé digitale. Nous voyons rarement la technologie utilisée de manière aussi directe pour responsabiliser les patients, déclara le président du jury. Cette application transforme les téléphones en outils de protection médicale. Bernard, aujourd'hui âgé de 75 ans, décida d'écrire ses mémoires. Le livre « La vérité découverte dans le sommeil » devint un best-seller international traduit en 35 langues. J'ai écrit ce livre non pas pour raconter mon histoire, mais pour inspirer les autres à ne pas accepter les injustices comme inévitables, dit-il lors du lancement. Le livre comprenait des chapitres écrits par le docteur Philippe, Elodie, Madame Hélène et Brigitte, chacun racontant sa propre perspective du parcours. Le chapitre de Madame Hélène, dicté à Elodie car ses mains ne pouvaient plus écrire, fut considéré par de nombreux critiques comme le plus touchant. Quand on vit 95 ans comme moi, on apprend que les moments les plus difficiles de la vie sont aussi ceux qui nous apprennent le mieux qui nous sommes vraiment, et de quoi nous sommes capables. Les droits d'auteur du livre furent intégralement reversés à la création d'un fonds d'urgence offrant un soutien financier aux familles suivant un traitement médical complexe, garantissant que les ressources financières ne soient pas un obstacle pour chercher un second avis ou des traitements adaptés. Le fonds a aidé plus de 5000 familles lors de sa première année d'opération. L'une d'elles était la famille Girard de l'intérieur de l'Auvergne, dont la fille de 12 ans avait besoin d'une chirurgie complexe. Sans ce fonds, nous n'aurions jamais pu amener notre fille à Paris pour un second avis, a dit la mère. Nous avons découvert qu'il existait un traitement moins invasif qui a parfaitement fonctionné. Le docteur Philippe, aujourd'hui âgé de 62 ans, a été élu président de l'Association mondiale d'éthique médicale, devenant le premier Français à occuper ce poste. Dans son discours d'investiture, il a déclaré « J'occupe cette fonction non pas malgré les erreurs que j'ai commises, mais grâce à elles. Mes erreurs m'ont enseigné l'importance de l'humilité, de la transparence et de la rédemption en médecine. » Bernard a été nommé membre honoraire de plusieurs académies de médecine à travers le monde, une reconnaissance rare pour quelqu'un sans formation médicale formelle. Il tenait toujours à mentionner dans ses discours de remerciement « Je reçois cet honneur non pour ma connaissance médicale, qui est limitée, mais pour mon expérience en tant que patient et proche de patient. Cette perspective est aussi précieuse que n'importe quel diplôme médical. » La Fondation internationale. Hélène de Montfort est devenue la plus grande organisation mondiale de transparence médicale, avec des bureaux dans 45 pays et plus de 10 000 bénévoles à travers le monde. Le budget annuel a dépassé les 100 millions de dollars, financés par des dons, les recettes des livres et conférences, ainsi que des partenariats avec des gouvernements et des organisations internationales. Lors de la célébration des 10 ans de la Fondation, tenue dans le même auditorium de la clinique Sainte-Anne où tout a commencé, Bernard a prononcé un discours ému. « Il y a 10 ans, je n'étais qu'un entrepreneur désespéré, prêt à feindre ma mort pour découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à ma mère. Aujourd'hui, nous sommes une famille mondiale unie par la conviction que chaque patient mérite une honnêteté totale de la part de ses médecins. » Madame Hélène, maintenant âgée de 87 ans et en fauteuil roulant mais toujours lucide, a été la dernière à prendre la parole lors de la cérémonie. « Mes chers enfants et petits-enfants du monde entier, » a-t-elle dit en désignant l'assistance, « je n'aurais jamais imaginé que ma souffrance deviendrait la graine d'autant d'espoir.
Merci d'avoir transformé ma douleur en guérison pour tant d'autres familles. » La salle s'est levée pour une ovation qui a duré plus de 5 minutes. Beaucoup pleuraient, y compris Bernard et le docteur Philippe, qui se sont embrassés sur scène sous les applaudissements émus des présents. Brigitte, aujourd'hui à la retraite, mais toujours bénévole active de la Fondation, a commenté plus tard. « En 35 ans de carrière d'infirmière, j'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai jamais vu un mensonge engendrer autant de vérité, ni une tragédie engendrer autant d'espoir. » Bernard et le docteur Philippe, désormais meilleurs amis, ont continué à travailler ensemble quotidiennement, même à un âge avancé. Ils déjeunaient ensemble tous les vendredis, une tradition qu'ils ont maintenue pendant plus de 10 ans. « Tu sais, Philippe, » a dit Bernard lors d'un de ces déjeuners, « parfois je pense que ma vie a vraiment commencé à 65 ans, quand j'ai faim d'être mort dans cette chambre d'hôpital. Et la mienne a recommencé le jour où tu t'es réveillé et a décidé de me pardonner au lieu de me détruire. Les deux hommes, désormais unis par une amitié forgée dans la douleur et tempérée par la rédemption, ont continué à travailler pour faire en sorte que leurs histoires personnelles se transforment en protection pour des millions de familles à travers le monde. Le dernier jour de sa vie, Madame Hélène, à 98 ans, était entourée par Bernard, Élodie, le docteur Philippe, Monique et Brigitte. Ses dernières paroles furent « Merci d'avoir transformé mon histoire en espoir pour le monde. » Bernard a pris la main de sa mère et a murmuré « Merci de m'avoir appris que même des mensonges les plus désespérés peuvent naître les vérités les plus transformatrices. » Les funérailles de Madame Hélène ont rassemblé des milliers de personnes venues de dizaines de pays. Médecins, patients, familles et bénévoles de la Fondation ont voyagé jusqu'à Paris pour rendre hommage à la femme devenue un symbole mondial de la lutte pour la transparence médicale. Le cimetière du Père-Lachaise n'avait jamais vu une cérémonie aussi internationale. Des discours furent prononcés en portugais, espagnol, anglais, français et japonais, tous racontant des histoires sur la façon dont le parcours de Madame Hélène avait touché leur vie. Bernard, à 78 ans, décida qu'il était temps de passer la direction de la Fondation à Élodie. Lors de la cérémonie de passation, il réfléchit au parcours extraordinaire qui avait commencé avec sa mascarade désespérée. « J'ai confié la direction de cette organisation à ma fille, sachant qu'elle l'emmènera bien plus loin que je n'aurais jamais imaginé possible. Le travail de Madame Hélène se poursuivra pendant des générations. » Le docteur Philippe Beaumont, maintenant âgé de 65 ans, annonça sa retraite de la médecine clinique pour se consacrer entièrement à la recherche en éthique médicale et à la formation des nouveaux médecins. « J'ai passé la première moitié de ma carrière à commettre des erreurs. Je veux passer la seconde moitié à apprendre aux autres à les éviter. » La Fondation internationale Hélène de Montfort annonça la création de l'Université globale d'éthique médicale avec un campus principal à Paris et des centres de recherche dans 10 pays. L'université proposerait des cours de licence et de master axés exclusivement sur la transparence médicale, les droits des patients et la prévention des erreurs. Bernard et le docteur Philippe Beaumont furent nommés recteurs fondateurs de l'université. La chambre 302 de la clinique Sainte-Anne fut transformée en salle de classe permanente, où des étudiants du monde entier viendraient apprendre l'importance de l'honnêteté en médecine. « Cette chambre m'a enseigné les leçons les plus importantes de ma vie, » dit Bernard lors du cours inaugural. « J'espère qu'elle vous apprendra aussi. » La première promotion de l'université comprenait des étudiants de 25 pays. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, une étudiante nigériane fit remarquer « J'ai appris ici que la médecine ne consiste pas seulement à guérir les corps, mais à honorer la confiance que les patients placent en nous. » Bernard, maintenant âgé de 80 ans et toujours actif malgré son âge avancé, décida d'entreprendre un dernier grand voyage. Il visita les 45 bureaux de la Fondation à travers le monde, rencontrant les équipes locales et les familles qui avaient été aidées au fil des ans. « C'est mon voyage d'adieu, » dit-il au docteur Philippe Beaumont. « Je veux voir de mes propres yeux le fruit de ce que nous avons planté ensemble. » Dans chaque pays, Bernard était accueilli comme un héros. À Mumbai, une foule de plus de 1000 personnes se rassembla pour l'entendre parler. À Londres, il fut décoré par la reine de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses services à l'humanité. Mais la visite qui l'émut le plus fut celle du premier patient soigné par la Fondation hors de France.
Monsieur Dupont, à Buenos Aires, dont l'épouse avait évité une chirurgie inutile grâce au second avis obtenu via le protocole de la Fondation. Monsieur Bernard, dit Dupont, maintenant âgé de 85 ans, mon épouse a vécu 8 ans de plus grâce à votre travail. 8 ans que nous n'aurions pas eu sans votre courage de feindre la mort pour découvrir la vérité. Bernard embrassa le vieil homme, se rappelant pourquoi il avait commencé tout cela. Pour protéger les personnes que nous aimons d'un système qui échoue parfois. De retour en France, Bernard organisa une dernière cérémonie dans la chambre 302 de la clinique Sainte-Anne. 15 ans après sa mascarade originale, il s'allongea sur le même lit, maintenant entouré de centaines de personnes dont la vie avait été touchée par son parcours. « Cette fois, je ne feins pas, » dit-il en souriant. « Je suis vraiment en paix. » Le docteur Philippe Beaumont lui prit la main. « Bernard, merci de m'avoir donné la chance de transformer ma plus grande erreur en ma plus grande contribution au monde. Philippe, merci de m'avoir montré que le pardon et la justice peuvent être une seule et même chose. » Élodie embrassa le front de son père. « Papa, merci de m'avoir appris que de nos plus grands mensonges peuvent naître nos plus grandes vérités. » Bernard ferma les yeux un instant, non pas en feignant l'inconscience cette fois-ci, mais simplement en réfléchissant au parcours extraordinaire qui avait commencé dans cette même chambre 15 ans plus tôt. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit des visages souriants autour de lui. Le docteur Philippe, Élodie, Brigitte, Catherine, Monique et des dizaines d'autres qui étaient devenus une famille au fil des ans. « Vous savez, dit-il, quand j'ai feint la mort dans ce lit, je cherchais la justice. J'ai trouvé bien mieux, j'ai trouvé un but. » La cérémonie s'acheva lorsque Bernard se leva du lit et s'avança vers la fenêtre de la chambre, la même fenêtre par laquelle il avait observé l'animation de l'hôpital durant ces semaines de mise en scène. Par cette fenêtre, il y a 15 ans, je ne voyais qu'un hôpital fonctionnant normalement. Aujourd'hui, je vois un symbole d'espoir pour des patients du monde entier. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes dorées qui se reflétaient sur les fenêtres de la clinique Sainte-Anne. Bernard regarda l'horizon et sourit, sachant que son voyage extraordinaire avait transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de millions de personnes à travers le monde. L'histoire de l'homme d'affaires qui avait faim d'être mort pour découvrir la vérité sur le médecin de sa mère était devenue une légende mondiale de rédemption, de pardon et de transformation. Et tout avait commencé par un mensonge désespéré dans une chambre d'hôpital à Paris. Fin de l'histoire. Maintenant, racontez-nous ce que vous avez pensé de cette histoire et d'où vous nous regardez. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, laissez-le dans les commentaires avec des mots sincères. Croyez-vous que Bernard a pris la bonne décision en feignant d'être dans le coma? Nous adorerions lire votre avis. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes.